J'ai choisi de parler des relations, de jeter un regard sur les relations futures dans le cadre du partenariat euro-africain. Je ne veux pas donc m'attarder sur quelques lignes d'horizon que j'avais développées et qui concernent l'Europe, mais peut-être que je veux dire deux choses. Lorsqu'on parle de l'Europe, de la part d'un novice africain comme moi, on voit l'Union européenne, on voit la construction européenne. Parce que cette construction, qui a débuté avec la communauté économique du charbon et de l'acier, a donné quelque chose à l'Europe. Elle lui a donné une stabilité, une paix, une stabilité sociale. Si on reprend l'expression de Robert Schuman, l'objectif était de créer une zone, disait-il, où la guerre est impossible et matériellement irréalisable. Je crois que vous avez cette paix sociale et cette stabilité. La construction européenne a également doté l'Europe d'un espace de liberté, de démocratie, qui est un modèle dans le monde. Quand on parle de la construction européenne dans le monde, on dit que c'est l'un des modèles les plus achevés qui existent au monde. C'est un regroupement régional conséquent qui est doublé d'un pouvoir géopolitique. Et de ce point de vue, quelles que soient les difficultés que l'Europe rencontre, elle en a rencontré depuis 1951 jusqu'à présent, mais à chaque fois, elle a trouvé les équilibres, les moyens d'aller de l'avant, en utilisant des flexibilités qui ont permis même l'abandon momentané, peut-être, du projet de la Constitution européenne il y a quelques années. C'est un recul tactique, mais ça n'a pas empêché l'Europe de mener des combats victorieux sur d'autres chantiers, tels que, par exemple, le renforcement du rôle politique du Parlement européen, du rôle politique de la Commission européenne. Mais bien sûr, l'Union européenne n'est pas toute l'Europe, comme les institutions de l'Union européenne ne se rencontrent pas. Le professeur Boissieu l'a expliqué tout à l'heure. La zone Schengen, la zone euro ne recouvre pas toute l'Union européenne. Mais je crois que là, l'essentiel, c'est de retenir, de ne pas perdre de vue qu'il faut garder l'essence du modèle. L'essence du modèle, c'est de construire un regroupement régional, peut-être à plusieurs vitesses, mais qui fait en sorte qu'on ne retrouve pas, on ne retourne pas à l'État-nation. Le système des États-nations, c'est un système dangereux. Et je crois que l'histoire de l'Europe l'a montré que c'est générateur, le retour à ce système, est vraiment générateur de conflits, de tensions et de guerres. Donc, quelles que soient les difficultés, nous pensons, je suis de ceux qui pensent que l'Europe va continuer de se construire. Bien sûr, il y aura toujours cette difficulté duale de l'approfondissement et de l'élargissement. Il y aura toujours la difficulté d'approfondissement démocratique, la citoyenneté européenne, la démocratisation des institutions européennes. Il y aura également la question de l'envergure et la capacité d'action de la politique extérieure et de sécurité commune. Quel degré d'engagement? Mais tout cela, je crois que ça relève à la fois des contraintes qui sont propres à l'Europe, mais aussi de l'environnement international, auquel l'Europe, malheureusement, comme toutes les autres régions, ne peut se soustraire. Parce que vous n'aviez pas pensé que les guerres d'Irak, de Libye et de Syrie allaient provoquer le plus grand déferlement démographique, du point de vue migratoire, qu'on n'ait jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui mettrait l'Europe dans une situation, j'allais dire, d'impuissance, sinon de désemparement. Mais cela aussi montre que le monde où nous sommes actuellement, et ça, il faut en appeler à la capacité géopolitique de l'Union européenne. Imaginez
que cette crise migratoire était arrivée à un moment où il n'y avait pas l'union pour essayer de coordonner, de rattraper. Qu'est-ce que ça allait donner? Donc l'autre enseignement qu'on peut tirer là, c'est que la question de la sécurité commune au plan non seulement régional, mais mondial, interrégional, est cruciale. Et deuxièmement, c'est que les problèmes qui se posent à un moment donné ont toujours une origine. Et il vaut mieux, dans ce cas, prévenir que guérir. Il faut rechercher par le dialogue, la compréhension mutuelle et la négociation les problèmes, les solutions aux problèmes qui sont posés, plutôt que d'attendre les guerres dont les conséquences sont désastreuses et qui mettent l'Europe et le reste du monde dans des situations difficiles. Il y a beaucoup de personnalités éminentes, des sociologues, des historiens, qui réfléchissent depuis hier, et je suis certain que des lignes d'horizon pourront être tirées. L'Afrique, dont j'ai voulu parler, je remercie le professeur Mbaye qui s'est engagé dans cette discussion. J'ai mis mon chrono pour voir jusqu'à quel point je reste à la limite du temps. Pour parler de l'Afrique, je vais prendre une autre perspective pour, à la méthode de Condorcet, une agrégation de préférences qui pourrait engendrer une préférence collective. Si vous prenez l'hebdomadaire britannique The Economist, en mai 2000, il avait titré en page de couverture que l'Afrique était un continent sans espoir, the hopeless continent. En mars 2015, le même hebdomadaire titre Africa is the horizon, le continent de tous les espoirs. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé entre-temps que l'Afrique a enregistré l'une des croissances économiques les plus formidables de l'histoire mondiale. Puisque depuis 2000, et cela même avec la crise financière de 2008, le continent africain a enregistré des taux de croissance moyen annuel de 5% minimum. Certains pays ont dépassé 7%, d'autres, comme la Côte d'Ivoire, sont à 9%. Pendant ce temps, du point de vue de la gouvernance politique, les efforts ont été entrepris pour installer des systèmes démocratiques qu'accompagnent des institutions stables, pérennes. Bien sûr, c'est un processus. C'est un processus et ça ne peut pas se faire en un instant rapidement comme ça, mais quand on regarde l'élan, l'Afrique a fait des progrès, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies, et depuis l'observation d'un continent sans espoir à la constatation d'un continent de tous les espoirs, il s'est trouvé que le sentiment que les investisseurs ont eu du risque africain a changé. Avant, on disait l'Afrique, c'est pas la peine. Aujourd'hui, les investisseurs, ils viennent en Afrique, ils perçoivent le risque africain comme ils le perçoivent partout dans le monde, ils apprennent à les évaluer et ils les jaugent et ils prennent le risque en Afrique comme ils le prennent dans n'importe quelle partie du monde. Mais ce qui est notable, c'est que le continent qui s'est engagé dans des modèles démocratiques néolibéraux, puisque finalement, ce sont nos cousins européens qui nous ont mis sur cette route, l'Europe a tout de même engagé tout ce processus avec l'Afrique. Il faut le reconnaître, le professeur Mbaye l'a dit tout à l'heure. Mais l'Afrique a trouvé le moyen aussi d'adapter ses propres situations. Quand vous écoutez aujourd'hui dans le continent les élections qui se font, le plus souvent il y a des contestations. C'est de bonne guerre. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui on a adopté des systèmes qui sont considérés comme loyaux, avec des observateurs qui viennent de partout dans le monde, dont l'Europe, et qui constatent tout le processus et qui font leurs évaluations.
Et là aussi, je voudrais dire que Mo Ibrahim a lancé un indice. C'est un indice de gouvernance. Ce milliardaire soudano-britannique donne une récompense de 5 millions de dollars aux anciens chefs d'État africains ayant fait des performances dans la démocratie dans leur pays. Mais ce qui est important, et pourquoi je le cite, c'est qu'il a lancé la notion d'une approche équilibrée de la gouvernance. Dans cette approche, on encourage les États à faire des progrès durables dans tous les domaines de la gouvernance pour parvenir à la situation que les Africains veulent. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, et c'est pourquoi je vais aborder la question avec l'Europe, c'est que la croissance que l'on observe, qui est très forte, c'est une croissance qui ne crée pas d'emploi. Elle a son origine sur le fait que les structures économiques ne sont pas bien établies. Depuis plus de 50 ans, les économies africaines fonctionnent toujours sur les systèmes, sur la logique d'économie de comptoir. C'est-à-dire, on exporte des matières premières. Dans certains rares cas, il y a quelques améliorations, process, mais c'est surtout des matières premières. D'ailleurs, je constate que l'engouement et le regain d'intérêt des puissances émergentes vers l'Afrique est aussi dicté par ça. Donc l'Afrique est aujourd'hui dans une situation où, quand on regarde la part des produits manufacturés dans le produit intérieur brut de l'Afrique ne dépasse pas 12%. Regardez ailleurs, comme en Inde, en Asie du Sud-Est, ils atteignent plus de 30%. Alors, c'est une aération qui explique aussi pourquoi l'Afrique est aujourd'hui, selon les chiffres de l'OMC, à 3,5% dans le commerce mondial, devant des régions qui sont beaucoup plus avancées. L'Asie occupe 31,5%, c'est-à-dire pas très loin de l'Europe qui occupe la place de 36,5%. Alors, évidemment, dans le cas de l'Asie, et je suis heureux d'avoir notre ami indien avec nous, dans ces régions, ce sont les industries à forte intensité de main-d'œuvre. Je dis bien les industries à forte intensité de main-d'œuvre qui ont contribué à faire sortir des millions de citoyens de la pauvreté et à élever donc le niveau du commerce extérieur de ces pays-là qui aujourd'hui occupent une place importante. Les économistes de la Banque africaine de développement ont calculé et montré combien la croissance, les bons résultats de la croissance africaine ne restent tributaires de quelques secteurs enclavés. Ce secteur enclavé, ce sont les hydrocarbures. Les hydrocarbures représentent plus de 56% sur un volume global de ces produits enclavés de 67%. Et de surcroît, les bénéfices de cette croissance ne profitent qu'à quelques secteurs limités, d'où de fortes inégalités. Et les économistes ont calculé ce que nous appelons l'indice de Gini, qui étudie un peu, qui dit quel est le degré de viscosité sociale. Et ils ont trouvé que l'Afrique a un indice de Gini de 44,2, qui le place dans la deuxième position après l'Amérique latine et les Caraïbes. Et pour étayer ce calcul, un échantillon a été pris dans 20 pays. 80% de la population gagne moins de 10% du revenu national, alors que 10% de cette population en contrôle plus que la moitié. Bon, ça veut dire que l'Afrique est dans une situation où il faut absolument faire quelque chose. Soit l'Afrique accepte de rester dans cette position d'arriération et continuer comme elle a fait depuis la colonisation jusqu'à maintenant, enfin, à quelques exceptions près.
Parce que certains pays, comme l'Éthiopie, ont déjà pris des initiatives qui... L'Éthiopie n'est pas un pays qui produit des matières premières, mais l'Éthiopie a installé des industries avec la Chine et bien d'autres pays. Donc certains pays ont commencé à le faire. Mais le mouvement doit être amplifié sur le continent, sinon l'Afrique va rester une zone de croissance sans emploi. Et la ménagère, le petit artisan, l'ouvrier, lorsque vous vantez les mérites d'une croissance économique, même à 2 chiffres, il vous pose la question, mais je ne le sens pas, moi, cette croissance. Parce que cette croissance n'est pas assise sur quelque chose de solide. Elle n'est pas diversifiée, elle n'est pas qualitative, et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de cela, nous parlons de croissance inclusive, pour dire qu'il faut diversifier les bases productives de cette croissance. Et donc, dans nos calculs, nous avons constaté qu'il y a 3 impératifs pour le moment. Il faut que l'Afrique s'engage véritablement dans ce que nous appelons la phase de transformation structurelle, transformation économique structurelle. Si elle ne le fait pas, on va se réveiller en 2050 avec une population de 2 milliards d'habitants, dont plus de la moitié seront des urbains, sans emploi. Et là, évidemment, ça sera difficile. Mais c'est que dans le même temps, les Africains ont engagé, compte tenu de la nécessité, de la pression des besoins, ont engagé une politique de diversification partenariale. Une diversification partenariale, notamment avec les pays émergents. Et les pays émergents, depuis 2000, font entrer des capitaux en Afrique avec un accroissement annuel de 5%. En 2014, les calculs qui ont été faits, ça a été fait par FDI, ça a été également fait par la CNUSED, on tourne autour de 90 milliards de dollars pour 2014. Donc, c'est un chiffre impressionnant. Mais ce n'est pas encore suffisant parce que, au-delà de ces chiffres, il y a que la grande partie de ces investissements portent toujours sur le secteur minier, sur les matières premières que ces grandes puissances nouvelles, comme les grandes puissances traditionnelles, cherchent pour le bon fonctionnement de leurs usines. Et là, c'est en ce moment que moi je pose aussi la question de la perspective et du futur des relations euro-africaines. Il faut être honnête pour reconnaître que le partenariat euro-africain a donné de la pertinence. On ne peut pas nier le fait que sans ce partenariat, l'Afrique serait parvenue au niveau où elle est aujourd'hui. Beaucoup de secteurs de développement, quand on prend la sphère de l'éducation, de la formation, des juristes, des économistes et autres, l'Europe a joué un rôle important, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est que l'Afrique aujourd'hui est dans une situation difficile. C'est ce qu'on appelle vraiment la croisée des chemins. Alors, elle a besoin, l'Afrique, d'investissements massifs. Des investissements massifs dans les secteurs qui vont lever les goulots d'étranglement pour lui permettre de réussir cette économie de transformation. C'est-à-dire à relever le niveau de la manufacture. On ne peut pas continuer d'exporter des produits bruts, des matières premières, et pouvoir dégager des valeurs ajoutées et créer des emplois. C'est une logique économique qui n'a pas de sens. On peut penser que l'histoire ne se répétant pas, que l'Afrique a peut-être sa chance. I have 1 minute. C'est déjà 20 minutes. Vous voulez, mais la demi-heure, elle arrive. Elle arrive. est arrivée, les 20 minutes sont arrivées. Donc, bon, donnez-moi 2 minutes supplémentaires. Bien sûr, tout le temps du... Donnez-moi 2 minutes supplémentaires. Je m'étais préparé pour une trentaine de minutes, mais bon, je vais le faire. Le professeur Force nous a demandé ce matin d'avoir l'esprit de synthèse. Je vais essayer là. Très bien. Évidemment, je résume un peu ce que, de mon point de vue, ce que l'Afrique
attend de l'Europe dans le futur. C'est un partenariat plus engagé, plus volontaire, qui met l'Europe en avant, parce que si l'Europe ne le fait pas, l'Afrique aujourd'hui est en train d'aller vers ailleurs, d'aller chercher ailleurs. Et peut-être que ces tendances risquent de mettre dans une situation où l'Europe, les relations étroites que l'Europe avait avec l'Afrique ne pourraient plus être les mêmes. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'Afrique va accepter de se lever en 2050 et se trouver dans une situation difficile? Non. De plus en plus, les Africains disent non. Et ils sont renforcés en cela par l'agenda 2063, adopté à l'occasion du cinquantenaire des indépendances, qui appelait à ce que l'Afrique aille à la restructuration économique. The Africa we want, c'est essentiellement fondé sur là. Et donc, les pays africains sont maintenant en train d'aller dans cette direction. Je crois que moins que pour l'histoire coloniale, néocoloniale ou même pour le post-colonial, l'Europe, au nom des intérêts stratégiques, au nom de la géopolitique du moment et à venir, l'Europe a intérêt à se réengager de nouveau en direction de l'Afrique avec de grands projets. Parce que les jeunes Africains en 2050, s'ils n'ont pas de perspective, ils vont aller où? Ils vont venir ici. Parce que c'est le continent le plus proche. Comme disait quelqu'un, l'Europe est la voisine de palier de l'Afrique et vice-versa. Et je dis que c'est encore possible d'y arriver si une stratégie de bonne entente et de coopération renouvelée, des grands projets. Sur les infrastructures, l'Afrique a besoin d'infrastructures, essentiellement d'énergie et de transport. Et aujourd'hui, les Africains eux-mêmes financent 50% de leurs besoins estimés à 100 milliards de dollars. Ils financent 50 milliards. Ils ont besoin de 50 autres milliards. Je crois qu'avec les autres amis, les pays émergents, l'Europe peut faire un effort pour lancer de grands projets phares, pour essayer de casser un peu la morosité qui commence à s'installer. Mais moi, je suis optimiste. I am optimistic. Et je pense que nous sommes peut-être à des moments de doute. Mais l'histoire n'est pas finie. Il y a encore de l'espoir. Comme disait le président de la Commission l'autre jour aux députés européens, l'Europe a besoin de plus d'Europe. L'Afrique aussi a besoin de plus d'Afrique. Et nous sommes en train d'avoir ce plus d'Afrique. Alors, à vous d'avoir plus d'Europe. Je vous remercie.